retour annoncé dans la cage de Benoît Saint-Denis. Ce sera le 10 mai prochain à Montréal. Alors cette soirée, il ne faudra pas la rater parce que c'est évidemment la carte de l'UFC 315, la carte où Manon Fiorot va combattre pour le titre. Et ça, on l'attend évidemment avec impatience. Ce sera a priori du coup pour BSD face à l'Espagnol Joel Alvarez. On dit a priori parce que pour le moment, rien n'est encore signé. 8 mois après son dernier combat, et on se rappelle cette énorme défaite à l'UFC Paris face à Renato Moicano. Dans quel état de forme, justement, va être le Français pour son retour, Jalito ? Moi, j'espère qu'il va être bien. J'espère qu'il va être prêt et préparé parce que si c'est contre Alvarez, c'est tout sauf une tâche difficile. Là, ce que j'apprécie, c'est qu'il ne s'est pas précipité sur un retour. Benoît, c'est vraiment un mec qui se considère comme un guerrier et il aime bien revenir rapidement après des défaites, etc. Et là, il a pris le temps, il a pris au moins 8 mois. Je pense que c'est un bon laps de temps pour se remettre en forme mentalement et physiquement. Je pense que ça peut être intéressant de le voir contre un mec comme Alvarez, qui est un finisseur aussi, qui a beaucoup de volume debout et qui au sol est très très fort. Donc franchement, on va en parler que ça va bien se justement tout passer. à l'heure de son adversaire parce que si tout le monde ne le connaît pas, c'est clairement pas un cadeau non plus pour Benoît Saint-Denis. On va en parler tout à l'heure. Je disais pas signé, a priori c'est signé, c'est juste pas annoncé officiellement encore par l'UFC. Donc tant que c'est pas annoncé, voilà. Officiellement, mais on sait que c'est mais a priori ça va bien être lui. Est-ce que toi tu penses que le retour arrive à point nommé ? C'est pas trop tôt, il y a pas parce que mine de rien. Le chaos, son visage aussi, après sa défaite, ça a beaucoup marqué aussi à l'UFC Paris. Je pense que lui aussi, ça l'a marqué. Est-ce que du coup, c'est pas trop tôt ? Il faut du temps pour digérer tout ça aussi. Il y a eu beaucoup de changements. On va en parler évidemment dans son environnement à lui. Comment tu penses que son retour arrive à point nommé ou pas ? Ouais, moi je pense qu'il arrive à point nommé. C'est bon. Tu sais, c'est du combat et tu es toujours dans une zone grise où, certes, il faut prendre le temps de récupérer, il faut prendre le temps de se relever de ça. Mais en même temps, tu peux pas laisser passer trop longtemps après. Faut pas rouiller. Il faut rester dedans. Donc, je pense que le temps, il est suffisant. Maintenant, après l'annonce du nom de son adversaire, il y a eu ça fait beaucoup parler la communauté, parce que c'est un adversaire qui est très dangereux, ça c'est clair. Mais en même temps, tu peux pas. Moi, la seule chose que je pourrais dire par rapport à ça, c'est que de toute façon, tu as l'UFC, et dans la catégorie la plus compliquée qui est en MMA, donc s'il y a un combat facile à l'UFC dans cette catégorie, qu'on me le montre en fait. Parce que même les mecs qui sont un petit peu rincés aujourd'hui, entre guillemets, ils sont quand même dangereux. Il faut aller les chercher, quoi. Il faut aller les chercher quand même. Donc, écoute, tant qu'à faire, autant prendre un combattant avec un haut profil, avec un nom, parce que derrière, si plus haut est le risque, plus haut est la récompense, tout ça. Oui, tu as raison. Ça pourrait aussi complètement le relancer. En tout cas, cette défaite face à Moicano, évidemment, elle a laissé des traces, elle lui a fait très mal à la tête, mais elle lui aura au moins permis de prendre conscience de beaucoup de choses et des erreurs à ne pas reproduire. C'est ce qu'il a évoqué avec beaucoup de sincérité, d'ailleurs, au micro d'Alex Herbinet dans le RMC Fighter Club. J'ai tiré les leçons de ce combat. C'est des leçons peut-être que normalement tu tires beaucoup plus tôt en carrière, mais comme je dis, moi je suis très jeune dans ma carrière en fait. Donc t'as été accéléré très vite. Je fais des erreurs. Je pense que là, j'ai plus le droit à l'erreur quelque part, plus le droit en fait à ce type d'erreur. Tu peux faire des erreurs dans un combat, mais t'as pas le droit de faire des erreurs de cette envergure-là. C'est-à-dire que là, la charge mentale que je m'étais mise à gérer le camp, les sparring, le côté head coach, plus combattant, c'était pas possible. Ce qui fait que le premier round, j'étais pas dedans. Donc en fait, je suis tombé sur un Moicano qui connaissait Benoît Saint-Denis par cœur et moi qui avait pas correctement fait mes devoirs. C'est pas que je le connaissais pas, j'ai regardé bien sûr de ses combats, mais j'avais pas défini de stratégie claire, précise. Avec détermination, avec répétition de gamme, et à ce niveau-là, en fait, tu as pas le droit d'avoir de round de découverte. On parle souvent de round d'observation en boxe, ça oui, mais un round de découverte de l'adversaire, ça c'est interdit. Ça paraît fou quand même quand on entend Benoît Saint-Denis dire ça. Alors il le répète plusieurs fois, évidemment qu'il avait vu Moicano combattre, etc. Mais de pointer du doigt, alors déjà c'est bien parce qu'il y a une introspection qui a été faite mine de rien pour comprendre aussi pourquoi il a perdu ce combat, mais on a l'impression qu'il y allait presque à l'abordage en fait dans ce combat. C'est fou d'en arriver à dire ça quand même. Tout ce qu'il ne faut pas faire. Tu peux pas être au four et au moulin. C'est pour ça que les meilleurs ont les meilleurs autour d'eux. Une équipe solide qui, même si tu sais analyser des combats, tu vas toujours passer à côté de quelque chose. Il y a des choses où toi, tu ne vas pas voir que c'est pertinent alors que ça l'est. Il faut avoir un œil extérieur et surtout des gens qui sont bien avisés et qui savent de quoi ils parlent. Le problème avec BSD, c'est que il était trop en confiance. Il se disait presque, je pense qu'à Paris, rien va m'arriver. Il a sous-estimé un peu Moicano. Parce que Moicano, c'est un mec qui gagne, mais qui perd aussi de façon spectaculaire, en fait.
Je pense qu'il y a eu trop d'éléments qui n'étaient pas dans le. Qui n'ont pas aidé BSD à performer. Et comme tu l'as dit, c'est fou arriver à ce niveau-là de faire ça. De l'entendre dire ça, c'est fou. Et en même temps, il dit quelque chose aussi de très pertinent, où il dit aujourd'hui, j'ai plus le droit à l'erreur aussi, mine de rien. Et est-ce que c'est la sensation que tu as aussi, Baba, parce qu'il va être attendu au tournant, évidemment, Benoît Saint-Denis, il est sur 2 défaites de rang à l'UFC. Forcément, il va penser aussi à tout ça quand il va entrer dans la cage. Mine de rien, ça cogite aussi. Il a de la pression, il y a beaucoup de pression qui sont sur ses épaules pour son retour parce que sa carrière, elle a été assez... il est monté très vite. Voilà, il est monté vite, c'est un petit peu un météore dans le milieu du MMA français et ça redescend aussi vite. On sait que les gens, ils aiment bien te monter, ils aiment bien te descendre encore plus vite. On aime bien faire ça en France, notamment. C'est comme ça. Après, c'est international, c'est une loi physique, tout objet qui monte rapidement descend aussi rapidement. Maintenant, c'est vrai il faut qu'il fasse abstraction de tout ça. Il a compris des choses importantes. C'est vrai qu'il est jeune dans sa carrière et jusqu'ici, il était relativement protégé parce c'est pas qu'il a toujours été sans coach. Il avait un coach principal avant. C'est juste qu'ils ont changé. Et ensuite, il a fallu qu'il se réadapte. Il n'avait pas pris le temps de le faire. Il l'a fait. Il y a des choses aussi à comprendre stratégiquement. Je pense que le choix de Nicolas Haute, il n'est pas anodin. Ouais. Il sait aussi qu'il y a des choses à changer dans son style. Il a son tempérament, mais il a aussi un style qu'il va pouvoir adopter et faire des choses de façon plus intéressante pour lui, pour sa santé physique, et puis surtout pour gagner des combats en prenant moins de dégâts. Donc, en prenant moins de risques, légèrement moins de risques. Donc, écoute, il y a de la pression, certes, mais moi, je trouve que c'est le bon moment pour revenir. Et maintenant, on va voir ce que ça va donner. Justement, tu parlais de ce gros changement, c'est évidemment celui dans son staff et notamment son coach. Ça fait déjà un moment de toute façon qu'il n'était plus avec Daniel Warin, mais pour le combat face à Moïcano, c'est ce qu'il explique là, dans l'interview qu'on a écoutée, c'est qu'il était en solo, c'est lui qui gérait aussi un petit peu tout. On a vu le résultat aussi, mine de rien. Du coup, il s'est tourné, tu l'as dit, vers Nicolas Haute, qui est le coach aussi de Nassourdine Imavov. Et ça change tout pour lui, c'est lui qui l'a dit lui-même. Mais qui est une pièce maîtresse. Quand tu es combattant dans la cage, tu es un soldat avant tout et tu peux pas être général et soldat, et donc je suis très content de pouvoir me remettre dans le rôle du soldat et de faire ce que j'ai à faire, moi de faire ma mission de mon côté, mais en étant chapeauté correctement. C'est exactement ça. Alors la petite métaphore du soldat évidemment et du général, ça lui va très bien. C'est le bon choix pour lui, Nicolas Haute comme coach, Jalito? Pour moi, actuellement, on va dire en France, Nicolas Haute, c'est le top du top niveau coaching parce qu'il montre qu'il est fort tactiquement, techniquement, mais aussi sur l'aspect psychologique. Les discours qu'il donne à ses combattants pendant les interrounds, il est toujours très calme, il s'exprime de façon claire et compréhensible pour ses combattants. Et je trouve que c'est quelqu'un de compétent, tout simplement. C'est les nouveaux coachs. Il aurait pu être encore combattant, il a l'âge de... je sais pas, il a quand même 36 ans il est très jeune encore. Il est jeune, Donc je trouve que ça rend service au MMA français en général et je trouve que c'est un très bon choix. On a vu avec Nassour comment ça a marché. C'est ce que j'allais vous dire, on a vu comment il a réussi aussi à emmener haut Nassour et c'est pas terminé encore, on l'espère pour notre Français. Il peut faire pareil avec BSD, Baba ? Écoute, il peut le faire. En tout cas, la possibilité, elle existe. Maintenant, c'est pour avoir été des deux côtés de la barrière, en fait, il faut que l'alchimie se crée, il faut que ça se fasse. La vérité, c'est maintenant. C'est la préparation du combat et le combat en lui-même, et ce qui va se passer derrière en post-fight, donc en analyse, qu'on gagne ou qu'on perde d'ailleurs. Donc ils sont en train de mettre à l'épreuve cette nouvelle relation, et on va voir si ça fonctionne. Mais oui, il y a la possibilité en tout cas de faire quelque chose de similaire. Il a beaucoup de qualités, BSD. Il a ses qualités, il a ses défauts. Il a pris sur lui de repartir de zéro, comme le disait Bruce Lee, de vider sa tasse de thé et puis d'essayer de la remplir avec quelque chose de nouveau. Donc déjà, ça, c'est très bien. C'était important de le faire. Maintenant, on va voir sur la durée comment ça peut fonctionner. Parce que 5-3, c'est son bilan désormais à l'UFC pour Benoît Saint-Denis. C'est un combattant, on l'a dit, qui est toujours très spectaculaire. C'est ce qui a plu d'ailleurs à l'UFC, ce côté un peu bagarreur dont on parle aussi de temps en temps. C'est ce qui a fait aussi qu'il est monté aussi rapidement à l'UFC. C'est ça qui est dur aussi d'être en pleine ascension, d'être stoppé aussi, parce que quelque part, il y a le combat face à Poirier, mais c'était presque peut-être trop tôt pour lui, mais impossible à refuser aussi en même temps. Mais c'est plus le combat face à Moïcano qui fait mal et vraiment dans la tête pour lui. Il y a aussi le risque, mine de rien, on parlait de ces risques. S'il perd le 10 mètres, qu'on ne lui souhaite pas, mais c'est de sortir de ce top 15, ce serait dramatique pour lui, pour le coup. C'est clairement ça, en fait. Là, il est vraiment dos au mur. Il n'a pas le choix, il doit sortir une grosse performance. En fait, le truc, c'est que s'il finit Alvarez, sa hype, elle reprend tout de suite.
Par contre, l'inverse, c'est vraiment l'enfoncer en fait. Parce que Alvarez, il va prendre toute la hype qu'il avait. Parce que BSD, il faut dire ce qu'il y a. Quand il prend Poirier, il y a une grosse hype autour de lui, même aux États-Unis. C'est pas pour rien qu'on lui propose Poirier, de toute Exactement. Donc c'est un action fighter actif qui dit pas non à un combat et en plus qui a fini des prospects. Alvarez était un prospect jusqu'à son combat contre Arman Tsarukyan, où il se fait finir sur une ouverture de l'arcade. Mais en dehors de ça, lui aussi, il a pris que des adversaires sérieux. C'est un peu des profils qui sont relativement similaires. Ouais. Donc là, c'est vraiment, en plus, 2 Européens, 2 nouveaux marchés pour l'UFC, l'Espagne, la France. Donc c'est vraiment qui tout double pour BSD et j'espère vraiment qu'il va réussir à gagner et sortir une bonne performance parce que gagner une décision un peu entre guillemets. Il faut que ce soit plus impactant que ça. Voilà, c'est un fight qui est un peu ennuyant, entre guillemets. Ça lui rendrait pas service non plus, ça le remettrait en confiance lui-même. C'est-à-dire, ok, j'ai gagné. De repartir sur une victoire, mais. Pour l'UFC et pour le public, ça va toujours. Il y aura toujours un petit couac. Ouais, t'as raison. Faut être impactant dès son retour. Et face à lui, un homme qui ne compte qu'une seule défaite sur ses 8 derniers combats et surtout aucune décision. Attention, danger clairement pour Benoît Saint-Denis. Oscar Jos vous présente son adversaire, Joël Alvarez. À l'UFC, il y a ceux qu'on appelle les adversaires. Mais il y a aussi ceux qu'on appelle les bourbiers. Joël Alvarez est sans aucun doute dans la deuxième catégorie. À 32 ans, ce spécialiste du jiu-jitsu pourrait bien poser des problèmes à Benoît Saint-Denis. God of War devra se méfier, bien plus que Dufy, victime numéro 2 de l'Espagnol dans l'organisation Rennes. Avec 17 soumissions en 22 victoires, Alvarez a de quoi faire peur. Un combattant capable d'envoyer un armbar très bien construit sur Yakovlev, mais aussi de profiter des erreurs adverses pour prendre le dessus. Inquiétant au sol comme debout, grâce à son mètre 91, le plus grand des poids légers fait mal avec les pieds et les poings. Son arme préférée ces derniers temps, ses genoux. Des coups violents pour finir ses 2 derniers combats, comme ici, contre Alves Brenner. La sauce qui s'épice là pour Brenner. Waouh. Ouais, il est pro tous. Ah bah voilà, c'est le mieux. Mais là c'est terminé. Et c'est son... Mais malgré son avantage de taille et d'allonge, l'ancien champion de l'AFL prend trop de coups. Un défaut largement payé contre Arman Tsarukyan lors d'un bain de sang. Ce combat en 2022 signa alors sa seconde défaite à l'UFC, 3 ans après celle contre Damir Ismagulov à la décision. A noter qu'Alvarez et Saint-Denis ont tous deux rencontré et battu Thiago Moises ainsi que Marc Diakese. Les adversaires, la guerre, les soumissions. BSD fait face à un homme qui lui ressemble. À Montréal, il y aura bien 2 combattants dans l'octogone, mais une seule place pour le top 15. C'est évidemment l'enjeu de ce combat. On en a parlé rapidement de Joël Alvarez parce que j'ai senti que dès le départ, vous aviez envie d'en parler aussi. C'est typiquement, de toute façon, le genre de combattant qui peut être dangereux pour Benoît Saint-Denis. Ouais, mais il est dangereux pour tout le monde. Mais tout comme Benoît Saint-Denis, quand il est arrivé aussi, c'est des combattants qui recherchent constamment à finir les combats. Ouais. Ils veulent pas de la décision, ils veulent terminer, ils veulent dominer leur adversaire. Joël Alvarez, il rentre dans cette catégorie de combattants. Son palmarès le prouve. Quand il gagne, il termine. Ouais. Il ne connaît pas la décision. Donc voilà, c'est clair que c'est un combattant qui est très très dangereux, qui maintenant est expérimenté, qui a affronté des adversaires très forts en plus, et qui en a battu beaucoup. Donc oui, c'est un combat très dangereux. C'est un combat très dangereux. Il y en a plein de très dangereux dans cette catégorie, encore une fois. Mais là, c'est un combat dangereux dans le sens où, en plus, il n'est pas classé, quoi. Ouais. Donc lui, il va avoir faim pour... Lui, il veut rentrer, il veut la place, il veut ce que BSD a, en fait, tout simplement. Il veut son classement, il veut sa hype, il veut tout. Et c'est un Espagnol, il y a un champion qui est espagnol. On sait que l'UFC cherche à organiser en Espagne. Il a beaucoup de choses à jouer, Alvarez, dans ce combat-là, en fait, tout simplement. Ouais, comment tu vois les choses, toi, Jalito, dans ce combat pour BSD ? Comme Baba a dit, là, c'est Joël qui est un peu dans la peau du chasseur. Du chasseur, bien sûr. Et BSD, il est un peu dans la peau du chassé, gibier. Quoi. Ouais. Donc j'espère que ça ne va pas être un gibier et que, pour nous, public français, qui va renouer avec la victoire et surtout avec la manière, là, Alvarez, lui aussi, il a un truc à jouer, c'est que les défaites qu'il a, elles ont pas mal vieilli. Ouais. Et il y a une histoire à faire avec Arman. Et s'il gagne, en fait, dès son entrée dans le top 15,
il va avoir la fusée lui aussi. bien sûr. Ils vont le surbooster, ils vont faire un combat ou 2 combats, ils peuvent lui poser un Benel Dariush par exemple. Ça peut aller vite, ça peut aller très vite. Ça peut aller très vite et en 2 combats, il peut arriver top 5 ou voilà, avoir entre guillemets sa revanche contre Arman. Ouais. Donc à voir ce que ça va donner. Hein. Si vous n'avez pas envie de regarder ce combat le 10 mai prochain, là, j'ai pas compris là. Par contre, là, clairement, le match-up, parce que faut sortir aussi des considérations, parce qu'on aime bien faire ça en France, de se dire ça c'est chaud, ça c'est dur, ouais, ça va être compliqué. Ouais, mais en tout cas, le match-up, il est génial. Ah bah c'est clair. La nuit dernière, les amis, vous avez suivi sur RMC Sport 1 l'UFC Fight Night à l'Apex de Las Vegas. Enfin, si vous n'êtes pas endormi, parce que c'était pas non plus la soirée de l'année. Jalito, lui, l'a tenu toute la nuit, ça c'est incroyable. La faute notamment au main event entre... tu le payes aujourd'hui. Entre Josh Emmett et Leron Murphy chez les moins de 66 kilos. Victoire du Britannique sur décision unanime. C'était serré quand même dans ce combat face à l'Américain. On va rentrer dans le détail dans quelques instants, mais clairement, 5e victoire sur décision pour Murphy. Il faut remonter à octobre 2021 pour le voir faire un finish à l'UFC. Voilà, on a mieux compris pourquoi ce combat s'est terminé comme ça. Tu t'es régalé ou pas, Jalito? C'est dur à dire. En fait, en vrai, je suis sûr que tu as trouvé des centres d'intérêt quand même. Faut toujours positiver dans la vie, voir le verre à moitié plein. Je trouve que Murphy a fait le combat parfait pour battre Emmett, c'est-à-dire éviter de se faire éteindre. Ouais. Parce que Emmett, il a vraiment le pouvoir d'éteindre à peu près n'importe qui dans cette catégorie. Et je trouve qu'il a été responsable défensivement. Il est bien sorti à chaque fois. Il n'est pas resté figé quand Emmett envoyait ses gros coups, ses gros overhand. Il a géré son combat comme il fallait, comme un mec qui n'a pas envie de perdre et qui a envie de continuer de monter pour atteindre la ceinture. Mais bon, ça risque d'être encore un peu long pour lui parce que des profils comme ça, des mecs qui finissent pas les combats, qui gagnent à la décision toujours, c'est dur. C'est très très compliqué à vendre pour l'UFC. Et puis il y a la victoire, d'ailleurs tu le dis, mais on a senti aussi que le public de l'Apex de Las Vegas était loin d'être content. Écoutez, juste avant l'interview, il y a eu quelques sifflets, notamment à cause du manque du spectacle, évidemment. Listen, it's all right to fight a certain fight. Hey, 16-0, 16-0. What? Easy work. C'est rare aussi de voir ça, mine de rien, mais c'est vrai que le public réclame toujours du spectacle, Baba, et là on peut pas dire qu'avec Murphy on soit servi, quoi. Oui, alors après, déjà je pense qu'à l'Apex, il y a beaucoup d'amis d'Emmett qui étaient là. Ah, bien sûr. Tout simplement. Il jouait pas à domicile, là, clairement. Bon, mais après, je pense que vu le dernier round, dans n'importe quel stade, dans n'importe quelle arène, ce serait fait. Maintenant, c'est vrai que voilà, il a géré son combat, je dirais, comme un bon père de famille. Maintenant, il faut gérer son business. C'est un business. Moi, on me répète à longueur de temps que c'est un business UFC, parce que comme si j'avais besoin de l'apprendre. Simplement, le business d'arriver dans les title shots, ça se joue à ça. C'est mieux de gagner comme ça que de perdre. Parce que si tu perds, on va pas me dire que tu as fait un combat spectaculaire et que tu as perdu et qu'on va donner ta title shot derrière. Donc, de toute façon, il faut gagner. Et Emmett, c'est un combattant, s'il te touche, il t'envoie dans l'espace. Donc, clairement, moi, comme je dis toujours, et je l'ai répété à longueur de Fighter Club, il y a 3 manières de gagner au MMA. Par KO, par soumission, par décision. Donc, si ça plaît pas à tout le monde, je suis désolé, il faut changer les règles. Les mecs qui se plaignent du grappling ou de la lutte dans le MMA, il y a le pied-point. Tu sais, t'as les mecs qui sont adeptes du KO, ils veulent que ça tombe, sinon c'est pas assez spectaculaire pour eux. Voilà, mais en fait, je dis que quand j'ai dit que par rapport à sa prestation dans le 3e round, c'est en fait il a un peu fui. Il savait qu'il avait 4 rounds ou 3 rounds au moins où il gagnait, et donc il désengageait en fait. Et Emmett on va rentrer justement, tu sais quoi, dans le détail du combat parce que ça rejoint ce que tu dis. On va d'abord regarder la stratégie offensive qu'il a mis en place parce que on voit qu'il attend toujours en fait qu'Emmett attaque justement pour contre-attaquer à son tour. Il garde aussi la distance avec les kicks. On sent, Baba, que c'était préparé, mine de rien, tout ça. Bien sûr, il a très très bien préparé son adversaire. Il savait ce qu'il avait en face. Pour le coup, c'est, entre guillemets, c'est pas compliqué de le préparer. Mais le plus dur, c'est d'exécuter ensuite le game plan face à lui, de savoir garder sa distance, de rester suffisamment mobile, de bien travailler avec les low kicks pour vraiment figer Emmett et l'empêcher d'être bien sur son assise pour pouvoir envoyer tout ça. Donc, il a fait ça parfaitement. Il a bien géré son combat. Et puis en plus, il y a quand même pas mal de situations où quand Emmett est rentré à l'intérieur, il a été accueilli par des coudes, il a été accueilli par des combinaisons en anglaise. Donc c'est vrai que, et je suis d'accord avec Jalito, il y a des moments où il a levé le pied. Et c'est là où ça va poser problème à certaines personnes dans le public, et surtout au matchmaker. Dana White, il a déjà dit ça en conférence de presse. Pourquoi tu lèves le pied alors que tu aurais peut-être pu accélérer, mettre KO?
Ça s'entend très bien. Lui, en tout cas, il a vu ça comme un combat sur 5 reprises. Il fallait gérer les 5 reprises et il l'a fait et ça lui a remporté. Ça lui a donné la victoire. En plus, il n'a pas fait beaucoup de 5 rounds. Murphy, je crois que c'est peut-être son premier. Ouais, c'est possible que ce soit son Qu'il soit premier. en main, ouais, complètement. Ouais, non, mais t'as raison, la gestion aussi, elle est complètement différente. Mais ça rejoint ce que tu disais aussi. On va le voir d'ailleurs sur le côté plus défensif. Il a une attitude ultra fuyante en fait par moment. On voit qu'il refuse un petit peu aussi. c'est tout à fait normal. Il le garde à distance, tu vois, avec son jab aussi. Donc forcément. Tu tends pas ton menton à Emmett, Ngannou ouais. et à Emmett non plus. En fait, il a un overhand qui a éteint des carrières. Et lui, en fait, il a bien géré, c'est que dès qu'il savait que pour frapper, il sait que pour que Emmett frappe fort, il faut qu'il soit bien ancré au sol. Ouais. Dès qu'il voyait Emmett s'ancrer au sol, il envoyait un calf kick, c'est-à-dire comme s'il coupait l'arbre à la racine. Ouais. Il tapait en bas, donc il le déséquilibrait, il l'a pas laissé développer ce côté qu'il a chez lui, Emmett. Et même contre la cage, il n'est jamais resté stationnaire pendant plus d'une seconde. Ah, tu vois, exactement ce que tu disais, on vient de le voir là. Il y a calfs, ce jeu de. Les calfs obliques, les obliques kicks. Pour déséquilibrer, c'est ce que j'allais dire, ouais. Il y a un jeu de feinte aussi qu'on voit défensivement où il y a vraiment des feintes. Son combat, c'était peut-être 80% c'était que des feintes. Ouais. Il a fatigué le système nerveux de... Faire réagir constamment, faire réagir, punir, travailler, se déplacer latéralement. Quand il se déplaçait latéralement, il a vu que Emmett a essayé de faire la même chose. Il est passé des calf kicks aux oblique kicks. Donc plutôt que de travailler de façon circulaire, il travaillait de façon frontale. Et là, il n'y avait pas de solution pour Emmett. Et en plus, comme lui, il a des problèmes au genou, Emmett, il a commencé à avoir peur. Donc il ne pouvait plus rester dans cette distance-là. Ça a été vraiment, encore une fois, très intelligent. Ouais. Donc, les changements de garde aussi de Murphy. En tout cas, lui, pour le coup, il avait préparé son combat. Il avait parfaitement préparé. Et c'est pour ça que c'est important de dire, c'est vrai que lui, il a géré son combat comme ça. Il a empêché Emmett de faire quelque chose. Mais, à contrario, c'est à Emmett de trouver une solution qu'il n'a jamais trouvée. Qu'il n'a pas trouvé. Voilà pour le main. On voulait s'arrêter quand même sur un autre combat, celui de Joe Anderson Brito, l'ancien adversaire de William Gomis à l'UFC Paris. On se rappelle de la victoire du Français sur décision partagée à ce moment-là. Le Brésilien, il s'est littéralement fait démolir par Pat Sabatini. Défaite sur décision unanime malgré tout. On se demande même comment il a réussi pour aller jusqu'au bout de ce combat, le Brésilien, tellement il en a pris plein la tête, mine de rien. Il s'est fait contrôler tout le long. Il y a 14 minutes presque de contrôle. Quasiment 14 minutes. 13 minutes 50, je crois, de temps de contrôle dans le combat. 15, c'est énorme. Et je sais pas, il refaisait les mêmes erreurs constamment. À chaque fois, c'est ce qu'on voit. Tenter des guillotines contre Sabatini. Il n'était même pas prêt d'en conclure une seule. Il en a tenté 6 ou 7. Ouais. Au bout d'un moment, il faut se remettre en question et dire ça marche pas, je défends le takedown et je verrai ce que je fais après. Donc du coup, il a pas du tout pu développer son jeu et Brito, c'est quand même entre guillemets un gros nom. C'est un combattant d'action qui est toujours présent et qui alors, normalement, il a un style agréable à voir. Ouais. Mais là, il s'est fait totalement dominer. On n'a pas du tout retrouvé, Après, toujours des soirs avec, des soirs sans. Là, c'était vraiment ça fait mal. Néant pour lui. C'est un peu le contraire de ce qu'on a vu sur le main event avec Murphy. Brito, c'est un combattant qui est très bon athlétiquement, qui a beaucoup de capacités athlétiques, physiques, mais qui manque un petit peu de QI fight. Et, on l'a vu un petit peu contre Gomis, qui a réussi à exploiter certaines choses. Là, on l'a vu complètement. C'est un adversaire qui, encore une fois, était très bien préparé, avait un bon game plan, qu'il a exécuté parfaitement. Et là, Brito, il n'avait aucune solution. Ouais. Zéro. Et puis, heureusement que c'était un 3 rounds pour lui. Parce que, ce serait peut-être pas allé au bout pour le coup. Ouais. Deuxième défaite de rang quand même pour le Brésilien sur décision, ça fait mal. Lui qui avait enchaîné les finishes à l'UFC jusque-là, on retombe un petit peu sur terre aussi. Vous le savez, toutes les semaines, il y a Anthony Sterpini qui nous rejoindra tout à l'heure, qui nous présente des combattants à suivre. La semaine dernière, il avait présenté Torres Faini, le lutteur américain qui faisait ses débuts à l'UFC après 3 victoires au Dana White's Contenders. Premier combat et première victoire pour lui sur décision partagée. Un résultat d'ailleurs qui a fait débat. Je ne sais pas si vous avez suivi ça parce qu'il y a 2 juges qui ont donné 29-28 en sa faveur et un autre qui a donné les 3 rounds à son adversaire, le Suisse Robert Valentin. Et quand on voit les images, on se demande pourquoi, parce que clairement, il l'a maltraité quand même pendant tout le combat. On sait, c'est parce que c'est Tony Weeks. Tu donnes les noms, toi, direct. Tu vois, moi, je ne l'ai pas donné. Tony Weeks, attention, c'est un arbitre et un juge presque légendaire en boxe, qui fait ça depuis 30 ans, qui a arbitré les plus grands combats de l'histoire et qui a jugé les plus grands combats de l'histoire. Mais c'est principalement de la boxe. Il n'a pas vu de coup partir, lui, donc il ne s'est pas pris la tête. Il a donné celui qui a essayé d'envoyer des coups. Voilà. Ou celui qui a essayé de finir le combat, notamment Valentine, parce que Finet, il n'a pas du tout cherché à finir le combat.
15 minutes de cage control aussi quasiment. 13 minutes 16 précisément, tu vois. Et le tout, tu sais pour combien de coups significatifs qui ont été exactement 4. Ouais. Bon, après, on a essayé, on les a cherchés du coup, hein, les 4. Tu cherchais pendant longtemps. On les a cherchés, Oscar Joss les a trouvés, on va les regarder justement. Significatifs, c'est vraiment aux yeux de l'UFC parce qu'il y en a certains qui sont plus significatifs que d'autres. C'est pas... Je vais vous laisser juger, mais c'est vrai que c'est un total qui est ultra faible et ça en dit long aussi sur la qualité du Je me combat. demande quelle est la signification de ces coups justement, parce que c'est significatif. Bah, mais- c'est un de mes combats permanents, en fait, tout simplement. S'il vous plaît, vous qui êtes dans le chat et qui nous regardez en live, arrêtez d'accorder autant d'importance aux stats de CompuBox et tout, compagnie, je sais plus, Strikebox, enfin bref, tous les UFC box. Stats, je le fais très bien. UFC Ouais. Stats. Parce que derrière ça, c'est quelqu'un qui appuie sur un bouton pour dire ça, c'est un coup significatif. Ouais. Et apparemment, et c'est comme en boxe, va être compté comme un coup significatif tout ce qui n'est pas un jab. D'accord. Ok. Donc à partir de là, tu vas avoir un bras arrière qui va effleurer, on va dire. Ouais, bah, c'est ça, un coup exactement. significatif. Ouais. Donc bon, c'est pas possible quoi. Ouais, on sent que ça te parle pas, les coups significatifs. Bon, il y a quand même eu 2 finishes dans cette soirée du UFC Fight Night. Les amis, on va se faire plaisir tout de suite. On va les revoir avec les commentaires d'Antoine Simon et Taylor Lapillus. Oh, magnifique. Ouais. On n'était pas loin, on n'était pas loin. On a eu un sursaut là, mais c'est terminé. Ça passe. Waouh. Oh là 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 là. L'arbitre aurait pu intervenir Il aurait pu directement. intervenir. Ça, c'était un méchant down. Ah oui. Oh là là Quelle là là. explosivité. L'arbitre qui est très vigilant. Ouais. Ouh là 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 là, Romius qui est en train de prendre des frappes. On a Il quelques faut qu'il frappes garde de un l'arrière. bras, il faut qu'il contrôle les bras de son adversaire. Parce que là, on va arrêter et c'est il arrive terminé. pas, il arrive C'est pas. terminé. Victoire par TKO Waouh. de Chang Ho Lee. On est de retour, pardon, les décomptes ne fonctionnent pas trop. Il n'y a pas de souci, on va enchaîner les amis parce que dès le week-end prochain, là, si vous avez dormi la nuit dernière, il ne faudra pas dormir la nuit de samedi prochain pour l'UFC 314 à Miami. Regardez cette carte avec le main event évidemment entre Alexander Volkanovski et Diego Lopez pour la ceinture vacante des moins de 66 parce que vous le savez qu'Ilia Topuria est monté chez les moins de 70. Et puis l'autre combat, tout aussi intéressant pour le coup entre Michael Chandler et Paddy Pimblett. On aura évidemment nous, un œil sur notre française, Nora Cornell, qui sera avec nous tout à l'heure. On va en parler de sa prépa à Miami en ce moment. Mais d'abord, on va accueillir le crack, Anthony Sterpini, qui va nous rejoindre en plateau. Salut Anto, comment ça va ? Bah ça va et toi ? Ça va tout le monde ? Ça va et toi? Très bien. Chaque semaine, tu nous fais un petit focus sur un combattant de ton choix à viser. Aujourd'hui, on va s'intéresser à Chase Hooper sur la carte de l'UFC 314. J'espère que tu le prononceras aussi bien que ce que je viens de faire. Bah je vais essayer. Il défie en tout cas une légende de l'UFC, hein. Jim Miller. Ouais, exactement. Alors certains combattants explosent sur la scène avec des KO fracassants ou même une hype démesurée. Bah, d'autres, comme Chase The Dream Hooper, bah, ils prennent leur temps. Hein. Non, À Hooper. Hooper. C'est bon ? Non, toujours pas, mais Toujours pas. on va dire que oui. Bah, à 25 ans, il affiche quand même un bon palmarès. 15 victoires, 3 défaites, 1 non-contest, avec une spécialité bien marquée, 8 soumissions et 4 KO. Alors du coup, on a envie d'en savoir plus. Qui est-il ? D'où vient-il ? Qu'est-ce que tu as trouvé sur lui ? Alors derrière son air décontracté, Hooper Yes, C'est bon yes, Voilà. you got it. cache quand même une histoire bien plus lourde. Sa mère était alcoolique, il a dû élever sa sœur tout seul jusqu'à ses 18 ans. Et pour s'évader, le John Chase, il se réfugie dans les jeux vidéo et ça n'a jamais quitté. Encore aujourd'hui, entre 2 séances d'entraînement, il joue à son jeu préféré, Elden Ring, une philosophie qu'on ressent un peu dans son approche du MMA, farmer, progresser, avancer étape par étape. On voit que tu y as joué aussi, du coup. J'ai adoré ce jeu. Je crois que t'es pas le seul. Je crois que Attends, il y a un com dans le chat qui me fait très rire, c'est Chase Pavard Hooper. Il y a un C'est truc, vrai qu'il y a vraiment un truc de Benjamin Pavard. Un truc. C'est vrai qu'il y a énormément un truc de Ils ont genre. joué dans la même pièce tous les deux en fait. C'est ça, exactement. Moi, Bon, alors, il joue aux jeux vidéo, il a élevé sa petite sœur, mais alors comment il en vient au sport de combat ? Alors, dès 8 ans, Chase plonge dans le jiu-jitsu brésilien et à 16 ans, il dispute son premier combat de MMA amateur. Il ne voulait pas laisser pro directement dès après son premier combat, mais le problème, c'est que dans son état, on ne peut pas passer pro avant 18 ans. Donc il a dû attendre, s'entraîner et dès sa majorité, il se lance. Mais son histoire la plus folle, c'est son 3e combat pro. Il accepte un short notice de 2 heures. Ah ouais.
Tout simplement. Et l'histoire, elle est folle. Il a fait plus fort que Ige en fait. Ouais, exactement. Bon, après, c'était pas le niveau UFC quand même. Hein. C'était un peu plus bas. Mais il était en train de jouer, pas à Elden Ring, mais à Halo. Et il devait aller avec sa copine, donc dans un magasin, pour acheter des meubles parce qu'il allait emménager avec elle. Le problème, c'est qu'on l'a appelé pour combattre, donc il a appelé sa copine. Hello mon cœur, bon écoute, je vais casser la gueule d'un mec, je reviens chercher les meubles. Et je paye les meubles. Et c'est ce qu'il a fait, hein, parce qu'il a gagné, il a pris $2500 et c'est grâce à cette Mais du coup, il prime-là a pu acheter des bêtes de meubles. Eh ben oui, il a acheté ses meubles avec 2500. Merci parce qu'on n'a pas cité la marque. Bon, alors il va débarquer à l'UFC, mais ça va pas vraiment se passer comme prévu. Hein. Bah oui, hein, parce que quelques mois plus tard, il fait les Dana White Contender Series. Il a toujours 18 ans, donc c'était le plus jeune à avoir fait des Contender Series avant Raúl Rosas Jr. Il n'a pas été pris, mais il a continué jusqu'à entrer enfin à l'UFC. Il commence chez les poids plumes, hein, chez les moins de 66 kilos, mais l'adaptation est trop compliquée, trop léger, pas assez puissant. Il a un bilan mitigé chez les poids plumes, 3 victoires. Puis 3 défaites, mais il a une solution. Il monte chez les poids légers, chez les moins de 70 kilos, et là, une révélation. 4 victoires de suite, 3 soumissions différentes, un grappling affûté et un physique plus adapté pour un soble plus redoutable. Là, on a le droit à un Hooper Super Saiyan. Ah, tu nous as placé ta ref à toi, là. Ouais, là, c'est la mienne. C'était cadeau. Bon, au-delà du combattant, apparemment, parce que tu nous présentes jamais des mecs très lambda, c'est un mec qui a beaucoup d'humour, apparemment. Bah exactement, parce qu'avec la confiance vient la décontraction, et Hooper, c'est un peu... Il aime bien troller un peu tout le monde. Et sur X, anciennement Twitter, il a lâché un post ironique sur la prise de stéroïdes. Il dit sur son tweet « J'ai fait 32 tests et ils ne m'ont toujours pas attrapé. » Il met ça sur Twitter et l'histoire, c'est lui qui le raconte en story Instagram. C'est que le lendemain, qui sonne à 6h du matin. Ah bah évidemment, évidemment, tu l'as cherché en même temps. Bon, pourquoi il faut qu'on le suive le week-end prochain ? Bah, tout simplement parce que Chase Hooper, c'est un geek du MMA, un talent brut, un soliste redoutable, un mec capable de mettre des plans à sa meuf pour aller se battre. Moi, ça me rappelle mes années primaires quand on faisait les main events CM1, CM2. J'ai tout de suite accroché. Moi, j'ai une autre anecdote sur lui que tu as oublié de mentionner. Un jour, il croise Masvidal. C'est vrai. Et il dit à Masvidal ouais, je suis content de te voir, mais je suis dégoûté vu ce que tu as fait à mon père. Et Masvidal, il dit c'est qui ton père ? Et il lui dit Ben Askren. Wow. Et Masvidal, il est tout mal. Il lui dit mais attends, t'es sérieux ? Et l'autre, il le regarde. Il lui dit ouais, non, en fait, je rigole. Et là, fou rire et tout. C'est comme ça que je l'ai découvert, moi. Donc après, tu connaissais le côté humour déjà du mec. Moi, je kiffe. Franchement, il est super marrant sur les réseaux. Eh ben, on le suivra du coup le week-end prochain. Merci beaucoup Anto sur cette carte de l'UFC 314 où nous, évidemment, Français, on sera au taquet dès le début de la soirée avec Nora Cornol qui va ouvrir le bal face à Hailey Cowan, l'américaine. On va prendre tout de suite des nouvelles de notre Française qui est avec nous en direct de Miami. Salut Nora, comment tu vas ? Oh, elle est bien. Ah ouais. Ah là là, tu nous fais rêver là. J'essaie de vous mettre une petite vue, t'as vu ? Oh là Des là. gens qui se font ramener derrière. Tu nous régales. Vous parlez comme Mike Tyson ? Je vois que tu es préparé. Bon, alors raconte-nous tout. Comment ça se passe là-bas à Miami ? Ça va pas trop dur, le décalage horaire, tout ça ? Ça va, elle a l'air cool. Là. Comme d'hab, si, parce que moi, le décalage, c'est une galère. Et il y a beaucoup de bruit parce qu'on est dans un coin où ils font particulièrement la fête. Et il n'y a pas vraiment de double vitrage, mais ça va le faire. On prend les bonnes vibes quand même. Et voilà. On est arrivé du coup mercredi soir. On a commencé à s'entraîner jeudi matin. Entraînement de muscu sur Muscle Beach, voilà, on a des petits endroits pour s'entraîner, donc c'est plutôt cool, voilà. Ah, tu nous vends nos rêves avec le ciel bleu, les palmiers derrière là, nous. On est en studio enfermé à Paris, je t'explique là, On est à vraiment. 2 doigts de bronzer. Tu nous fais rêver. Bon, les bonnes vibes de Miami là. On les prend. Bon, la dernière fois que tu es venu dans le Fighter Club Sunday, tu évoquais l'UFC 315 pour ton retour dans la cage. Finalement, ça a été avancé au 314. Comment ça s'est passé ? Raconte-nous tout. Alors du coup, ouais, le contrat, il était signé et tout. Puis, je sais pas, on nous envoie un mail pour nous dire finalement, Nora peut être sur la carte. Est-ce qu'on peut la replacer ailleurs et tout. Très honnêtement, moi, je m'en fichais parce qu'en plus, ils proposaient une date avant et le temps me paraissait très long. Du coup, on m'a proposé 3 dates et sur les 3 dates, il y avait un numéroté et je me suis dit déjà c'est mon premier numéroté donc je voulais pas un qui ne soit pas numéroté. En plus à Miami sur une super grosse carte donc voilà, super contente. Combat avancé de quasiment un mois et où il fait un peu plus chaud donc voilà. Je sais pas, enfin
je sais pas trop à quoi c'est dû. Maintenant, le lendemain, il y a eu l'annonce du combat de Manon, donc je sais pas. Peut-être qu'ils voulaient pas deux Françaises au même endroit, mais voilà, c'est cool. En tout cas, moi, je suis sur 314 et je suis très heureuse. Ouais, tu m'étonnes. Baba. Salut Nora, bon écoute, moi je te suis, on se suit, Salut, donc je sais Baba. que tu es bien arrivé, que tu as commencé l'entraînement sur Muscle Beach. Tu as pu rencontrer aussi d'autres combattants pour le moment, dont ton adversaire, ou pour l'instant vous êtes tranquille avec ton coach et continue à bien nous faire rigoler parce qu'au moins on a beaucoup d'insights. Ouais. Bah non, écoute, parce que là, du coup, on est parti sur des jours à l'avance à ma charge. Du coup, la Fight Week, elle commence que mardi, donc l'accueil des combattants et dans l'hôtel, ça sera mardi dans la matinée. Donc non, j'ai rencontré personne pour le moment. Juste nous, on s'entraîne. Moi, j'avais besoin de partir un petit peu en avance parce que je sais que les États-Unis, ça me réussit pas niveau fatigue et tout. Je voulais mettre toutes les chances de mon côté. Je voulais m'acclimater aussi. Et puis, bien plus facile pour perdre le poids à 27 degrés qu'à un truc qui fluctue entre 3 et 14, voilà. et voilà. Donc non, je pense que je commencerai à avoir du monde d'ici mardi. Tu m'étonnes. La dernière fois, en tout cas, qu'on t'a vu dans la cage, c'était à l'UFC Paris. Nora, en septembre, cette défaite qui a fait mal sur décision partagée. J'imagine que tu as la rage maintenant pour aller décrocher cette troisième victoire en 4 combats à l'UFC. Hein. Ouais, totalement. Et puis là, j'aimerais gagner encore une fois avec la manière, tout comme il y a jour pour jour 1 an en fait contre Melissa à Vegas. Mon petit KO au deuxième round, ça a fait bien plaisir. Donc j'espère qu'on va être sur les mêmes vibes, même période de l'année, et c'est ce que je vais aller chercher. Tu m'étonnes. Et puis, il y a un objectif aussi majeur pour toi, évidemment, c'est protéger ta place dans le top 15 et puis attendre, pourquoi pas, un nouveau contrat de l'UFC derrière. Il y a beaucoup de choses aussi qui se jouent pour toi sur ce combat, mine de rien. Il y a des choses qui sont déjà jouées clairement parce que bien évidemment, bien heureusement, l'UFC voit ma valeur à autre chose que le dernier combat qui était une défaite. Je veux dire, mon profil et la combattante que je suis ne se résume pas qu'à ça, fort heureusement. Donc les nouvelles sont plutôt bonnes. J'en partagerai un petit peu plus par la suite. Mais ouais, là pour l'instant, c'est surtout protéger ma place. Dans le top 15, là je suis 13e. C'était une split décision, comme tu dis, contre Jacqueline. Et puis très bonne combattante, donc forcément ça m'a tiré vers le haut. J'espère bien la continuer à grimper, mais avec des belles victoires, comme je te disais, avec la manière, celui-là, celui d'après j'espère aussi. Et voilà, tout simplement. Moi, j'ai pas de questions pour Nora, mais tout ce que je te souhaite, c'est de gagner avec la manière et de prendre un bonus, de finir ton adversaire et que tu rentres avec le même sourire à Paris. Ouais, c'est clair. Et un peu de Merci soirée. beaucoup, c'est super gentil, c'est adorable. Un peu plus bronzé aussi. Elle sera plus bronzée en rentrant. Bon, en tout cas, il y a tout le monde qui te donne de la force aussi, Nora, dans le chat. Ok, je suis là pour bosser. Ouais, tu m'étonnes. Pareil pour après. Tout le monde te donne de la force. On parle de toi, Nora, la combattante aussi. Nora, super sympa. Je l'ai rencontrée. Elle était de passage vers chez moi. Voilà, tout le monde est derrière toi, Nora. On t'embrasse très fort et puis on te suivra évidemment à l'UFC 314. Merci pour tout, Nora, et bonne chance pour le combat la semaine prochaine. Merci à vous tous, merci pour ce petit accueil sur le plateau, ça faisait plaisir de vous revoir. Merci à vous tous pour le soutien, aux personnes en ligne, à toutes les personnes. On va donner sa forme, on va vous rendre fiers. Puis rendez-vous en ouverture de carte, on va essayer de ne pas me rater. Je suis le premier combat de la soirée, donc voilà. Merci encore, je vous dis à très vite. À très vite, Nora. On sera au taquet, évidemment. Voilà, ce sera sur RMC Sport, et évidemment, pour le premier combat de la carte avec Nora, évidemment. Ça fait plaisir de voir un petit peu de sourire comme ça. Elle nous a égayé la fin de soirée, tu vois. Toujours le sourire, Nora. palmier. Ouais, là, franchement, c'était le cadre parfait.